Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le débrief du Grand Prix de l'Escaut, course dont je ne me souviens jamais du nom français, parce que le nombre de fois où je l'appelle pendant l'année, le Shell de Price, parce que je ne me souviens jamais du nom français de cette course, parce que il n'y a aucune lettre en commun entre le nom français et le nom néerlandais quand même, enfin le nom flamand. Donc toujours, pour moi, c'est toujours un grand problème. Voilà. Donc Shell des Prages qui a été animé cette année, hein. 48,5 de moyenne, ça n'a pas débranché de la journée, coup de bordure à 160 bornes de l'arrivée, donc ça a été une course assez intéressante avec un vainqueur un peu de surprise, sauf pour Christophe Riblon, mais pour moi, Christophe, je l'aurais pas forcément mis j'aurais mis dans les coureurs à suivre, et pas forcément dans les favoris pour la gagne de cette course. On va revenir bien entendu. Alors top flop, hein, il n'y aura pas de bilan des bleus, vu qu'il n'y avait pas énormément de Français au départ. La vidéo, je pense, va être assez courte par rapport à d'autres, hein. On ne sera pas sur une demi-heure. Sur ce Grand Prix de l'Escaut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, MotoGP, Formule 1, enfin voilà, il y a plein de sports différents sur la chaîne. La chaîne reste une chaîne multisport. C'est l'édition que j'ai le plus appréciée, ce Grand Prix de l'Escaut. J'en ai vu, alors je n'ai pas tout vu, hein. Sur les 10 dernières années, j'en ai dû voir 4 ou 5. Parce que déjà c'est le mercredi, donc c'est pas toujours facile. Ouais, c'est l'édition que j'ai la plus appréciée parce que souvent c'était un sprint. Ouais, j'ai vu notamment les victoires de Kittel. J'ai vu, souvent c'était un sprint. Les secteurs pavés, il est pas très difficile ce secteur pavé. C'est pas le carrefour de l'arbre, hein, sur Paris-Roubaix, donc c'était souvent un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous aviez des tentatives d'attaque sur le circuit final, et puis souvent il y avait un sprint où on n'avait pas quand même 100 coureurs, quoi. Souvent c'était assez serré. Je me souviens notamment, c'était l'année dernière, Merlier s'était imposé sur cette course, où ça avait été assez serré, et un sprint où il devait y avoir... Non, c'était Philipsen, pardon, j'ai confondu. Et oui, ils étaient, on va dire, une 25-26 dans le premier groupe. Ça avait été déjà assez animé cette année-là, ça avait roulé pas mal vite. Le parcours est tout plat, donc c'est marqué comme une Flandrienne, mais bon, voilà, il n'y a pas de mont, hein, c'est un secteur pavé tout plat. Souvent, on l'a avant Paris-Roubaix, c'est la dernière course pavée avant Paris-Roubaix. Donc souvent, des fois, on regarde parce que parfois, il y a des coureurs qui viennent sur cette course-là et qui arrivent à se replacer, on va dire, dans les outsiders pour Paris-Roubaix. Mais c'est une course qui est très importante en Belgique parce que c'est la plus ancienne, quasiment l'une des plus anciennes courses belges avec Liège-Bastogne-Liège, l'échelle des Prize. On va revenir sur la chute, sur un moment qui a été, on n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. C'est la chute de Tijsen, le coureur d'Intermarché, qui est tombé juste devant la motocaméra. On est vraiment passé par loin de la catastrophe parce que il y avait du vent de côté. C'était à bien 80 bornes de l'arrivée, hein, on était loin encore. Le coureur est tombé parce qu'il a été un peu coincé contre dans le caniveau, on va dire, sur le bord de la route, hein. Il était dans l'herbe, vent de côté, donc il tombe, hein, il était le dernier de la file. Et puis le problème, c'est qu'il a failli se faire renverser par la moto qui était derrière. Moto, encore une fois, beaucoup trop proche. Je parle souvent des motos qui sont devant le peloton, notamment dans les descentes. On peut parler de Milan-San Remo où la moto était trop proche, dans la descente du Poggio de Mohoric, mais sur d'autres courses, je pense aussi à Volta Limbourg Classique où les motos étaient très proches, surtout vu que c'était très humide. Mais je parle assez rarement normalement des motos qui sont derrière le peloton. Mais là, la moto était très mal placée, elle était beaucoup trop proche. On sait que quand il y a du vent de côté, il y a des coureurs qui peuvent perdre le contrôle de leur vélo à 60 à l'heure. C'est même en ligne droite parce que vous pouvez vous retrouver contre l'herbe, parce que vous pouvez prendre une rafale comme on a vu sur les Strade Bianche qui vous balarde à droite ou à gauche, surtout maintenant avec les jantes hautes. Et putain, les motards doivent faire gaffe, quoi. Ils doivent le savoir, les caméramans derrière, ils doivent le savoir. On doit faire attention. Je trouve que depuis 2 ans, je dirais depuis la Covid, autant je dis les courses sont animées, les courses sont sympas.
mais l'organisation de beaucoup de courses est à décrier quand même. Et par exemple, là, la moto, elle a rien à foutre là. Et que ce soit le directeur de course ou on doit lui dire à un moment que t'es beaucoup trop proche, Coco. Là, on n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. Hein. Voilà, le motard, il n'a pas eu le réflexe de freiner, il n'a pas eu le temps de freiner. Je peux vous dire qu'heureusement que c'est Tichson qui est tombé au milieu de la route et pas sur le côté gauche, là où il y avait la moto, parce que sinon, Tichson, il se faisait écraser par la moto, quoi. Et puis c'est pas des petites motos sur les courses, c'est des motos à 300 kg, 350 kg. Donc sur une jambe, c'est pas top pour les os. Hein. Donc vraiment, putain, faites gaffe quoi. Faut... La route est déjà assez dangereuse comme ça, pour qu'on rajoute pas des dangers à droite à gauche avec les gens qui sont autour de la course, avec l'organisation. Donc voilà, faites juste gaffe dans ce genre de cas. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Alexander Kristoff, de retour Kristoff en ce début de saison. C'est vrai je l'ai rarement mis dans les tops, parfois il était pas loin d'être dans les tops sur les courses, sur les quelques courses où on a suivi où il était présent. Mais bon, c'est une victoire, mais il tournait autour. Hein. Alors vainqueur de la Classica des Almeria aussi, c'est sa deuxième victoire de la saison, mais il avait fait 3e et 4e sur 2 étapes du Tour de l'Algarve, 5e et 2 fois 3e sur le Tour de la Communauté de Valence, également 3e de Milan-Turin, 11e de Gand-Wevelgem, aussi 10e du Tour des Flandres. Bon, la saison quand même de Kristoff, elle est bien meilleure que ce qu'on avait vu chez UAE. C'est vrai qu'on retrouve un Kristoff... leader déjà de sa formation. C'était un peu le problème chez UAE ces dernières années. C'est-à-dire que souvent Kristoff, il venait avec un coureur pour l'emmener. C'était pas suffisant. Là, il y a eu une équipe autour de lui. Mais là, aujourd'hui, sur le Shell des Prize, il est déjà bien placé au bon moment. Mais c'est un coureur qui sait se placer, Kristoff. Et puis ensuite, derrière, il attaque à cette bande de l'arrivée. Et puis derrière, tout le monde se regarde. Notamment la Bora. Donc il profite d'une erreur de la Bora, me semble-t-il. Et puis après, il fait très vite l'écart. Et puis il a bien résisté, parce que je rappelle 48 à l'heure. Donc il faut résister avec du vent qui n'était pas toujours dans le bon endroit. Donc vraiment une journée éprouvante pour les coureurs. Et là, très bonne performance d'Alexander Kristoff. Surtout qu'il ne s'est pas économisé dans le premier groupe. Autant il y a des coureurs, je pense à Ryan Mullen, on peut penser également à Bennett au début. Ou je pense également à Edward Tuns, qu'on a peu vu pendant la course. Alors que Kristoff, il passait vraiment ses relais. J'ai regardé quand même, j'ai vu en direct les 90 derniers kilomètres. Tout ce qu'a diffusé la chaîne d'équipe, Kristoff, chapeau. Chapeau, parce qu'il passe tout le temps ses relais. Donc vraiment bien pour le Norvégien. Et puis c'est un beau vainqueur parce que Kristoff, il a quand même un palmarès sur les Flandriennes. C'est pas le dernier venu, je rappelle. Vainqueur notamment du Tour des Flandres, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur de Gand. Double vainqueur donc du Shell des Prize, vainqueur du De Pan Tour aussi à l'époque où c'était encore une vraie course. À part Paris-Roubaix qui lui a jamais vraiment réussi, sinon il a des performances sur toutes les grandes courses pavées flandriennes. Et puis cette année, il avait fait également des bons résultats. Encore une fois 10e du Tour des Flandres. Sur Gand, il faut quand même se rappeler qu'il y a un petit Guermeil qui est devant. Donc belle performance de la part de Kristoff. Et puis à 34 ans, on se demandait ce qu'il allait faire chez Intermarché. Moi, je me dis que le résultat est quand même plutôt pas mal. Alors il a qu'une année de contrat chez Intermarché. Est-ce qu'il sera renouvelé? Bon, faut voir aussi, parce que il y a un petit Érythréen qui demande de l'argent maintenant, bien entendu, en ayant gagné Gand. Il demande un peu plus d'argent. Donc on verra s'ils sont obligés de se séparer d'un ou deux coureurs. Ça dépendra aussi s'ils restent en World Tour.
parce qu'ils font partie des équipes qui sont pas extrêmement bien classées au classement. Mais du côté de Christophe, je trouve que quand même c'est une belle année. C'est une belle année. Et puis quand on voit Cavendish à 36 ans l'année dernière, ce qu'il fait, bon, on peut se dire quand même qu'il a peut-être encore 2 ans devant lui, hein, Christophe. Donc là aussi, ça peut être intéressant. En plus, c'est un coureur qui fait pas des sprints courts, donc il fait déjà des sprints longs. Hein. Normalement, Christophe, c'est pas le mec qui fait des sprints de 150 mètres. Hein. Donc, et puis, bon, sur le Tour de France, avec Adrien Petit, il y a une belle équipe hein, qui s'annonce sur le Tour de France hein, pour Intermarché. Hein. Au niveau des sprints, hein, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Il fera également Eschborn-Francfort le 1er mai, et puis le Tour de Suisse le 12 juin. Course qu'on suivra, bien entendu, normalement. Casper Van Uden, du côté de la DSM, il n'y a que 2 tops hein, aujourd'hui. Pourquoi Casper Van Uden ? Parce qu'à 20 ans, belle perf, sachant que c'est un coureur qui fait normalement partie de l'équipe développement de la DSM, mais qui était intégré à l'équipe 1 de la DSM. Sur cette course-là, il avait déjà fait le Saudi Tour, le Samin aussi. Quoique le Samin, c'était peut-être l'équipe 2. Ça avait peut-être emmené que l'équipe développement, je ne sais plus sur le Samin. Mais 11e du Tour de Drenthe, donc derrière Van Gestel. 4e du Shell des Prages, 15e de la Volta Limbourg Classique. Sur le Tour de Normandie, 5e du Général, vainqueur de 2 étapes. Là aussi, hein, belle performance. Et puis, l'année dernière, 2e de Paris Tour Espoir, vainqueur du Ronde van de Achterhoek. Achterhoek, je pense plutôt comme ça. 5e de la première étape du Tour d'Alsace. Vainqueur du contre-la-montre du Tour de l'Avenir, également au Tour de Laon. Sur la course cycliste de Solidarnosc, vainqueur de 2 étapes. Donc il a un profil très intéressant, sprinter mais avec des bonnes qualités de rouleur et puis des qualités quand même de flahut. Hein. On le voit à son gabarit, hein. C'est pas un tout petit gabarit, on le voit, né en 2001, donc 20 ans, mais il a été très très bon je trouve, le coureur néerlandais. Et puis c'était pas simple parce qu'il fallait déjà être dans la première bordure. Bon, on sait que DSM est une équipe qui a été à une époque néerlandaise, qui est maintenant allemande. Je crois parce que des fois je confonds avec DSM. Mais bon, c'est une équipe qui sait faire dans ce domaine-là. Je ne sais plus s'ils ne sont pas redevenus néerlandais. DSM c'est terrible parce que je ne sais jamais. Non, ils sont de nouveau néerlandais. Voilà, parce qu'ils ont été allemands à une époque. Donc Sunweb c'était allemand. L'année dernière ils étaient allemands, mais ils sont de nouveau néerlandais. C'est intéressant et puis ça montre aussi que DSM, ils savent toujours repérer des jeunes coureurs. Hein. Ils ont cette faculté à trouver des pépites. On a quand même pas mal de jeunes coureurs, de coureurs qui aujourd'hui sont chez les professionnels à un bon niveau, qui sont passés chez DSM. Je pense à Van Wilder par exemple, l'année dernière, Marc Hirschi aussi. C'est une équipe qui sait découvrir des talents. On peut penser à Warren Barguil aussi auparavant. Kittel, pareil, Kittel de Gengold repéré par les ancêtres de cette formation, parce que je rappelle qu'à une époque c'était DSM, Argo Steam Shimano, Skill, c'est Skill Shimano la première année de cette formation. Et à l'époque de Skill Shimano, il y avait quelques dopés, ils avaient repéré Schumacher, qui était un peu chargé, Stéphane Schumacher. On va pas se mentir, le mec il buvait pas que de l'eau. Mais c'est une formation qui sait trouver des jeunes pépites depuis presque ses débuts. Ils savent trouver des jeunes coureurs, donc voilà, il faut aussi le souligner. Et puis on peut noter également la belle, parce que donc là c'est 4e place de Van Uden, mais Walford pareil, 3e pour DSM, ils étaient que 2 dans la première bordure, donc c'est bien, et devant ces deux, par exemple Edu Alpecin, Sam Welsford, 4e de Bredene Corshai Classic, première année en World Tour, il n'avait pas couru chez les professionnels depuis 2019, dans une équipe continentale Pro Racing Sunshine Coast, donc une équipe je pense australienne, parce qu'il faut savoir qu'en continental il y a pas mal d'équipes australiennes. Et puis l'année dernière il avait fait que le Tour de Lander en 2020 et le championnat d'Australie 2 ans d'affilée qu'il n'avait pas fini. Je pense que ça fait partie des coureurs qui devaient être dans les équipes sur la piste, je pense. Donc c'est pour ça qu'il a 26 ans, mais qu'il a peu de références sur la route. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne plutôt. Quick Step.
Quick-Step, là on peut même pas dire le parcours était difficile. Le parcours était pas très difficile. On peut même pas dire c'est parce que il y avait une opposition qui était énorme. Bon, c'était pas l'opposition du Tour de Flandre non plus. Alors certes, c'était pas vraiment la même équipe non plus. Hein, on avait Stibar qui était là, Stils, Stamle également, Jacobsen qui avait fait la période des pavés, mais bon, ils n'étaient pas tous présents. Mais quand même, se faire avoir sur un coup de bordure, sur le cul quand même. Hein. Moi j'étais, au départ je l'ai lu. Voilà, j'ai vu la course après coup, mais je l'ai lu avant, parce que je l'ai regardé hier la course. Mais vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, un coup de bordure. C'est l'ADN même de cette formation sur les coups de bordure. C'est là où elle s'est fait sa réputation. Comme la Rabobank, à l'époque. C'était dans les années 2000, les deux équipes, dès qu'il y avait coup de bordure, t'avais la CSC aussi, qui était pas mauvaise dans ce domaine-là. Mais tu savais que dès qu'il y avait du vent, c'était les trois équipes qui seraient devant, et que les Français seraient en galère. Mais alors là, on tombe des nues, quoi, un petit peu quand même, du côté de Quick-Step. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a aucun problème. Mais bon. Je pense que c'est pas qu'un problème de coureur, là. Alors, on a parlé dans les précédentes vidéos peut-être d'une période de transition. Où on serait en transition entre des coureurs qui vont peut-être un peu partir à la retraite et puis des jeunes pépites qui sont encore très jeunes, qui vont mettre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à s'affirmer, à être réguliers au niveau des résultats. Mais c'est vrai qu'on peut quand même dire, si t'enlèves la Jacobsen sur le sprint et Alaphilippe et Evenepoel, on va dire ces trois-là, Cavendish, qui a 2 victoires, mais bon, c'est pas quand même le Cavendish qu'on a pu voir l'année dernière pour le moment. Masnada inexistant. Kasper Asgreen pas là. Sénéchal pas là. Qui d'autre? Stibar, bon, de toute façon on s'attendait pas à grand chose de la part de Stibar, c'est quand même un palmarès un peu décevant. Badjoli, pas très bon non plus. Ballerini, totalement absent. Cavagna, il reprend tardivement, donc on va pas lui mettre tout sur la tête quand même. Morkov, décevant aussi. Au niveau des sprints, il y a eu Mauro Schmidt, qui a été pas mal. Ethan Vermeulen, également, qui a remporté une course. Van Sevenant, par exemple, j'ai dit sur le Tour du Pays Basque, était décevant aussi. Il y a peu de coureurs qui sont quand même à leur niveau pour le moment chez Quick-Step. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intersaison. C'est un peu un problème. Alors, est-ce que c'est aussi parce que j'ai envie de dire un petit peu comme le club de Lyon. Comment vous expliquer ça? À Lyon, c'est Jean-Michel Aulas. Ça fait depuis des années, ça fait depuis 3-4 ans que Jean-Michel Aulas, il essaye de partir. Parce qu'il a 70 ans, et qu'il essaye de refourguer un petit peu les activités du club. Au départ, ça devait être Juninho. Bon, ça s'est pas bien passé, on va dire, mais il essaye quand même un petit peu de déléguer. Depuis quelques temps maintenant, ça semble Tony Parker qui soit le remplaçant. Et j'ai l'impression que chez Quick-Step, on a le même problème qu'avec Jean-Michel Aulas, avec un Patrick Lefebvre qui regarde le cyclisme féminin, mais qui en soi vieillit aussi, Patrick Lefebvre, et moins présent qu'à une époque. Il est plus dans la voiture, comme beaucoup de managers aussi, on pourrait penser à un Marc Madiot. Mais j'ai l'impression que contrairement à Marc Madiot qui a réussi à déléguer énormément, parce qu'aujourd'hui il s'occupe plus du sportif, véritablement de la Groupama, un peu pareil pour Vincent Lavenu, en passant, alors que les mecs à une époque étaient dans la bagnole. Eh bien il a un peu le syndrome de Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire le mec qui veut passer la main, mais qui peut pas s'empêcher de critiquer ce que fait son équipe. Et ce qui fait que dans ce genre de situation, on n'avance pas. Et j'ai l'impression que Quick-Step, c'est un petit peu le lion du cyclisme. C'est-à-dire une équipe, cette année, je parle bien cette année, pas les années précédentes. Quoique, il y avait quand même des petits indices sur les Flandriennes. Je trouve que l'année dernière, déjà, le rendement sur les Flandriennes n'était pas top. C'est-à-dire, si t'enlèves le Tour des Flandres, il gagne que Kurn, je crois. Il y avait aussi eu un petit peu des demi-catastrophes. Je me souviens que les débats qu'on a eus là avant le Tour des Flandres cette année, on les avait eus avant le Tour de Flandre 2020. On n'était pas rassuré sur la forme de la Quick-Step. Mais là, j'ai vraiment le sentiment là, c'est un Patrick Lefebvre
qui arrête pas de critiquer en ce moment sa formation quand même, hein, qui arrête pas de dire là on n'a pas été bon, là on n'a pas été performant, parce que c'est le premier qui ne défend pas la cause des blessures et des coureurs indisponibles, hein, Lefebvre, hein, quand vous regardez ses interviews, il est assez cash quand même en ce moment. J'ai vraiment ce sentiment, voilà, un peu comme Jean-Michel Aulas qui, quand il délègue mais que les résultats sont pas là, critique à tout va. Là, je pense qu'on est vraiment dans une étape de transition chez Deceuninck, chez Quick-Step, pardon, avec une équipe où on est en train de se séparer du père, Lefebvre, qui est quand même dans le monde du cyclisme depuis 30 balais. Hein. Il est là depuis les années 90, voire peut-être même avant, mais la Mapette, c'est les années 90. Derrière Quick-Step, voilà, ça fait depuis 30 ans pardon, qu'il est dans le monde du cyclisme, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à déléguer. Et que on se retrouve dans une situation où Papy critique, et que derrière, on s'aperçoit que peut-être que dans le staff technique, il manque peut-être des éléments. Et que surtout, il y a des équipes qui ont progressé dans la manière de préparer des courses. On pense à Jumbo, on pense à UAE, à Bahreïn, même Ineos, je pense, a un peu changé ses méthodes, alors que Quick-Step a peut-être des méthodes qui aujourd'hui ne sont plus aussi performantes au niveau de la préparation des courses. C'est peut-être ça aussi le problème chez Quick-Step. Mais là, là, il y a aussi une question de mental sur cette course-là. Il y a une question de mental quand même. C'est-à-dire qu'on est Quick-Step, il y a du vent le matin, on est à l'avant de la course. Enfin voilà, on est dans les premières places du peloton. Alors là, pas de pause, c'est vrai que ça a cassé à 13e, 15e place. Quoi, hein. Le premier groupe, ça a pété très tôt. Mais qu'il n'y ait pas un seul Quick-Step dans cette première bordure, ça fait quand même mauvais genre. Et puis derrière, c'était qu'un groupe de 13. J'ai envie de dire que la Quick-Step n'arrive pas à revenir sur un groupe de 13 comme ça, en partant avec un temps de retard, alors que tu as quand même des très bons rouleurs. Là aussi, ça montre qu'il y a un petit souci dans le collectif peut-être. Mais oui, je suis assez surpris quand même là, par la Quick-Step depuis. C'est une équipe, parce qu'on me le dit plusieurs fois, est-ce que c'est une équipe que tu n'apprécies pas? Pas du tout. J'ai même été plutôt fan de la Quick-Step. Je peux vous dire, l'époque dans les années 2000, moi j'adorais Tom Boonen, Stingmans. J'étais un très grand fan de Stingmans. Pareil avec Virenque, bien entendu. Moi j'ai j'ai regardé le cyclisme à l'époque où tu avais Virenque, Vauclair. Donc forcément, j'ai été marqué. Même la victoire de Cédric Vasseur à Marseille, je m'en souviens très bien au sprint face à Sandy Cazard qui avait fait deuxième pour une énième fois sur ce Tour de France là. Même derrière Chavanel, Pinot, j'aimais bien la Quick-Step. Et c'est pour ça que je suis aussi critique avec eux. Les équipes dont je m'en tape, j'en parle pas dans les vidéos. Hein. Très clairement, parmi les équipes que j'en ai rien à foutre, très clairement, hop là, si je reprends, il y a des équipes de deuxième division. Les équipes dont j'en ai rien à foutre, Novo Nordisk, j'en parle quasiment jamais. Vous voyez par là, par exemple Gazprom, j'en ai rien à foutre de Gazprom. Voilà, en première division, il y a des équipes dont je parle un peu moins. Même si je m'efforce de rester objectif, mais en deuxième division, voilà, il y a des coureurs, il y a des équipes, très clairement. Moi, Novo Nordisk, cette équipe me sort par les yeux. Je pourrais vous dire que je parle assez peu de certaines équipes espagnoles aussi. C'est vrai que la Burgos, normalement, à Euskaltel, vous les voyez assez peu dans mes débriefs. Une Biotel aussi, hein, c'est pas forcément l'équipe que j'ai le plus dans mon cœur. Mais c'est pour ça que je suis d'autant plus critique, parce que c'est une équipe que j'ai appréciée. C'est comme avec Total Energy. Voilà, c'est des équipes, il y a un affect. Il y a un affect particulier, parce que oui, quand j'étais jeune, c'était des équipes qu'on suivait. Forcément, la Cofidis, on la suivait moins dans les années 2000. On va pas se mentir que la Cofidis, parce que c'était le petit poussé un petit peu de B-Box à l'époque. C'était vu comme le petit poussé, avec Jean-René Bernaudot derrière. Il y avait un petit côté comme ça. Donc c'est pour ça que je suis assez critique avec ces équipes-là. On passe, parce que là j'ai fait 9 minutes quand même là-dessus. Hein. Je vais aller assez vite sur la Bora. Pourquoi la Bora? Que deuxième alors qu'ils étaient 4 dans le groupe de tête. Hein.
enfin, je veux pas être méchant, mais la Bora, ils ont quand même un peu chié dans la colle. Normalement, ils devaient gagner sans grand problème, ou au moins se faire battre au sprint. C'est fou comment Christophe est parti facilement. Parce que Christophe perd à cette borne de l'arrivée, à la fin du secteur pavé, et derrière, ça se regarde. Mais alors, ça s'est bien regardé, hein. Et ça n'aurait pas dû se regarder, parce que normalement, à la Bora, on aurait dû mettre des mecs à rouler. Ce qui est quand même incroyable. Bon, que Bennett s'en sorte pas. Bennett, souvent, il a un gros braquet hein, sur les épreuves pavées. Donc ça a peut-être été une erreur. C'est pas, il faut savoir que Bennett est peut-être l'un des derniers à ne pas utiliser, à ne pas regarder des capteurs de puissance. C'est pas un truc qu'il aime, les capteurs de puissance. Donc sur une étape comme celle-là où ça a été très animé, peut-être que ça a joué. Peut-être qu'il serait un peu plus économisé dans le peloton. Mais t'avais quand même Jordi Meus. Bah Jordi Meus, si il lâche, alors quand même loin quoi. Et puis après derrière, bah t'as quand même Van Poppel. Donc on aurait dû être en capacité de sacrifier pour un coureur, pour un leader. Ça n'a pas été le cas. Et c'est triste, parce qu'au final ils étaient 4, bon ils font 2, avec un Ryan Mullen qui a foutu la merde dans l'échappée en poussant notamment Van Duden. Je ne sais pas s'il y a eu une amende, mais on était vraiment à la limite, je trouve. Dans la manière de courir, j'espère qu'il a eu une amende, Ryan Mullen, mais qui a bien foutu la merde dans l'échappée en gueulant sur tout le monde, alors que lui, il sautait un relais sur 4. Et encore, même peut-être plutôt un relais sur 2. Et on n'a pas réussi à ce qu'il y ait un seul coureur qui se sacrifie pour les autres. Parce que normalement, dans le final, à 25 bornes de l'arrivée, allez, on commence à rouler pour mettre un petit rythme, pour éviter les attaques des adversaires. Bah non. Eux, ils n'ont pas été en capacité de faire ça, de faire ce rythme pour éviter les attaques des adversaires. Donc c'est pour ça, en moi, que Van Poppel, il sauve un peu la Bora, mais quand même, en étant autant en surnombre, bon, t'aurais dû t'imposer, quoi. C'est un peu un échec aussi du côté de la Bora. Bouhanni, bah dommage pour Nasser, mais j'ai envie de dire que dès qu'il y a un peu de vent, il n'est pas très bon, Nasser Bouhanni. C'est pas le domaine où il est le plus fort, les bordures. Hein. C'est un domaine où il doit encore progresser pour moi. Il est encore en retrait sur les bordures. Et là, ça s'est vu, je trouve, aujourd'hui. Hein, il y avait vraiment une difficulté pour lui hein, à vraiment être performant. Et puis je crois qu'il était dans la deuxième cassure, mais qu'il a eu un problème technique parce qu'il a abandonné la course. Il faut savoir que les 3/4 des coureurs ont abandonné la course, mais je crois qu'il a eu un problème technique dans le deuxième groupe. Et puis Ackermann, c'était peut-être la course pour se rassurer pour Ackermann. Début de saison compliqué hein, pour l'Allemand, et puis il est tombé. Encore tombé au départ, c'est-à-dire vraiment quasiment, enfin très tôt dans le départ de la course. Et puis après, derrière, bah, impossible de rentrer. Et puis abandon très vite. Bon, c'est triste parce que pour le moment, Ackermann, qui était quand même la grosse recrue de l'UAE du côté des sprints, c'est le remplacement de Christophe, bah, pas très bon, hein, Ackermann. Hein, alors, il y a eu Corchaï Classique, qui l'a gagné. 2 abandons d'affilée. Et une 3e place sur une étape de l'UAE Tour. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même pour Ackermann, en sachant que son année 2021 n'avait pas été catastrophique, mais elle était moyenne, et puis en plus il n'avait pas pu faire les grands tours, ce qui c'est vrai pour un sprinter est toujours un problème. Mais je pense qu'il voulait se relancer, ce qu'a réussi à faire Christophe, mais lui n'a pour le moment pas réussi à le faire. Puis Ackermann sur les pavés, j'ai encore un doute hein, vraiment sur l'idée de le mettre sur les pavés. Peut-être pas l'idée du siècle pour le coureur allemand. Mais là encore, hein, dans l'idée chez UAE où on voudrait le mettre en tant que leader sur des sprints, il va faire la Vuelta en plus. Ackermann sur la Vuelta, là aussi, hein, c'est un peu rigolo quand même. C'est pas le meilleur grimpeur du monde. Tu te dis que bon, chez UAE, c'était peut-être pas un bon choix d'aller chez UAE quand même chez Ackermann. Ça, je me dis quand même, il y avait EF pour les sprints où il n'y a pas grand monde. Ackermann chez EF, il était leader aussi. Hein. On a peut-être voulu privilégier le salaire à la place dans l'équipe. Ça, je pense que c'est une erreur. Elle aurait pu rejoindre d'autres formations, hein, d'autres formations qui auraient été contentes d'avoir Pascal Ackermann.
On peut penser à Trek, même s'ils ont récupéré Aberasturi. Là aussi, pas présent, hein, Aberasturi en passant. Mais ouais, Ackermann, c'est un peu décevant son début de saison et j'ai peur que ça commence à rentrer dans une spirale un petit peu négative et qu'on lui fasse beaucoup moins confiance pour aller sur les grosses courses du côté de l'équipe UAE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'avais dit que je devais pas faire long et puis j'ai fait 25 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.